Bonjour et bienvenue. Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Stan et Jeannette au studio d'Agora TV. Et également, ils sont accompagnés de Christophe. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à Agora TV, merci de nous accueillir. Donc, vous êtes un ex euh, chef de section des procédures spéciales de l'ONU. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre carrière? Mhm. Je vais essayer d'être succinct. Oui, effectivement, je suis à la retraite depuis 3 semaines, mais j'ai passé 42 ans de ma vie à défendre les droits des gens dans différents pays, sur différents continents, dans différentes organisations, que ce soit des ONG, la Croix-Rouge internationale, les Nations Unies pendant 25 ans, ce qui m'a donné l'occasion de vivre et de travailler à la base dans un certain nombre de pays, sur plusieurs continents, d'éprouver les méthodes différentes que différentes organisations proposent pour défendre les droits. Et au cours de ces 10 dernières années, j'étais à Genève, au siège du Haut Commissariat pour les droits de l'homme, au sein duquel j'ai occupé 2 fonctions. La première, c'était de coordonner l'examen périodique universel, qui est un examen auquel tous les États sont soumis maintenant pour rendre compte de leur situation des droits de l'homme. Et ensuite, pendant les 6 dernières années, j'ai travaillé au sein des procédures spéciales, dont je vais pouvoir peut-être vous exposer un petit peu quelle est leur fonction, comment elles travaillent, puisque c'est à travers elles que nous avons préparé les saisines qui font l'objet de cet entretien. Expliquez-nous votre rencontre avec Jeannette et Stan. Oui, donc ça s'est passé au mois de février cette année. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'échanges amicaux et ils m'ont fait part du travail qu'ils avaient fait depuis 17 ans, des problèmes qu'ils avaient rencontrés et ça m'a sensibilisé à la question. La question, c'est celle des enfants qui se trouvent pris par l'appareil judiciaire français et qui se tournent vers lui pour être protégés, enfin, à travers leur mère ou leur père, et qui se trouvent victimisés en fait par ce système. Alors, bien sûr, j'étais énormément surpris. J'ai vécu à l'étranger pendant beaucoup d'années. Je suis devenu un peu étranger à ce qui se passe dans mon pays, mais les éléments de preuve qu'ils apportaient, les documents qu'ils apportaient, les témoignages qu'ils relataient ne faisaient aucun doute. Il y a vraiment un problème très très sérieux, qui n'est pas un problème individuel, qui n'est pas un problème particulier, mais qui est vraiment un problème de fond. Et le problème de fond, c'est comment le système judiciaire français traite ces enfants qui se tournent vers lui pour être protégés, et comment à leur tour ils deviennent victimes. Donc je suis investigateur de formation, hein, j'ai travaillé sur les crimes des États pendant des années dans différents pays. Donc mon premier réflexe a été de vérifier l'information. J'ai vérifié l'information, je me suis adressé aux uns et aux autres victimes, aux avocats, aux autres organisations qui travaillent dans ce domaine-là. Et tous les témoignages que j'ai pu recueillir sont allés dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens que je viens de décrire. Donc, à ce moment-là, on a discuté avec Jeannette et Stan, et je leur ai dit, mais pourquoi vous ne saisissez pas les procédures spéciales des Nations Unies? Ces procédures sont formées d'experts indépendants qui sont recrutés par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui est la plus haute instance au sein des Nations Unies pour s'occuper des droits de l'homme. Ils sont indépendants, ils sont censés être impartiaux, et leur rôle est de recueillir des témoignages, de vérifier l'information sur des cas de violations systématiques, hein, et d'intervenir auprès des États pour demander des explications et engager un dialogue avec ces États pour que les préoccupations qu'ils ont soulevées soient traitées, et soient traitées de manière sérieuse. Et donc c'est ensemble
nous avons travaillé, que nous avons préparé les saisines qui ont fait l'objet d'une intervention auprès de la France au mois de juillet, cette année, le 27 juillet, et saisine à laquelle la France a répondu 2 mois après, le 26 ou le 27 septembre. Alors, avant de parler de ça, Jeannette peut-être peut nous expliquer comment elle a choisi les dossiers. Mais là, il s'agissait surtout du dossier de Priscilla Majani, parce que ça, c'était l'affaire qui nous occupait à ce moment-là, avec l'extradition de Priscilla Majani, avec sa condamnation aussi en appel en janvier 2023. Et dans ce cadre-là, on réfléchissait, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour elle, pour Camille? Est-ce qu'elle est aussi en sécurité, Camille? Et quand on a rencontré Christophe Péchou, il nous avait proposé de faire les saisines à l'ONU sur différents mandats. Et à ce moment-là, on a dit que, ben oui, il faut y aller, il faut le faire. Et ça, c'était le premier dossier qui était actuel à ce moment-là. Je veux dire, après, il y en a d'autres. Mais c'était surtout cette affaire-là qui nous préoccupait début de cette année. Après, à la suite, il y a vite l'affaire de Sophie Abida qui est intervenue aussi, qui a pris contact avec nous parce qu'elle était déjà en fuite avec un enfant. Donc, c'est à la suite de l'affaire de Priscilla Majani, on a pu aussi faire des saisines pour le cas de Sophie Abida. Stan, est-ce qu'il a un mot à rajouter, un commentaire? Oh, eh bien non, un commentaire, non, tout est dit sur l'origine de cette aventure et là où nous en sommes aujourd'hui, donc avec un communiqué interpellatif qui a été fait par 3 mandats de l'ONU. Tiens quand même à préciser qu'il y a les 2 affaires que nous avons traitées et que nous avons soumises à notre ami Christophe. Au début février, c'était celle de Priscilla Majani, celle de Sophie Abida est venue un petit peu plus tard, je crois, courant avril. Mais il y a aussi l'affaire de Anadam Stockholm, qui est extrêmement violente et qui fait partie donc du lot de 3 affaires qui a généré finalement cette intervention de 3 mandats de l'ONU. Et Anadam Stockholm a saisi elle-même ces mécanismes. Voilà, c'est assez, on le disait la dernière fois, c'est assez miraculeux qu'elle y soit arrivée. Quand même un gros travail. Peut-être Christophe peut nous expliquer comment s'est passée la phase de rédaction, comment ont été choisies les questions et quelles étaient les attentes par rapport à ces questions avant de commenter les réponses, même si vous y attendez quelque part que la France allait répondre de manière très juridique et évidemment ne voulait pas laisser l'impression qu'ils avaient des failles. Peut-être quelques explications, Christophe? Oui, alors je m'abstiendrai pour le moment de me prononcer sur le fond de cette réponse, sinon de dire pour le moment qu'elle est extrêmement décevante et qu'elle semble ne pas tenir compte d'un certain nombre de principes fondamentaux qui sont des principes, s'ils ne sont pas respectés, qui mettent à mal la justice. Le premier principe, c'est le devoir d'assistance à personne en danger. Quand un enfant se plaint, quand un être humain se plaint et demande l'aide, que ce soit un enfant ou un adulte, la première des choses, c'est de tendre la main et d'aider cette personne. Le deuxième principe, c'est le principe de précaution. Quand un enfant se plaint et qu'il y a des doutes sur la façon dont il a été traité, dans le cas d'allégations d'inceste ou de violences sexuelles, la moindre des choses, c'est de mettre cet enfant à l'abri tant que l'instruction est menée, de façon à ne pas l'exposer au danger dont il se plaint. Le troisième principe, c'est le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est dans la Convention, c'est le cœur de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Et ce principe doit être, quand un enfant est mis ou met en cause un adulte dans le cadre de violences, sexuelles ou pas, la moindre des choses, c'est de faire en sorte que ce principe soit respecté. Lorsqu'un procureur ou un juge remettent par décision de justice un enfant qui se plaint de sévices sexuels à son prédateur, il
il y a quelque chose qui ne va pas, franchement. Ensuite, il y a le principe de prise en compte de la parole de l'enfant. Si on n'écoute pas l'enfant, qui est la première victime et qui est le premier à se plaindre, en général à sa mère ou à un parent proche, que se passe-t-il? Où est-ce qu'on va chercher des éléments de preuve? Je sais bien que c'est difficile, c'est souvent très difficile d'interviewer un enfant. Moi-même, j'ai eu des enfants, j'ai des petits-enfants. Je sais comment c'est de parler, avec eux. Mais de rejeter leurs paroles sous prétexte que ce sont des enfants, ce n'est pas un principe acceptable. Ensuite, de rejeter le témoignage de la mère sous prétexte qu'il y a un cadre, sous prétexte que le témoignage de l'enfant vient dans le cadre d'un conflit entre les parents, parce qu'en général c'est ce qui se passe au moment de divorce, c'est pas non plus acceptable. Ça suppose qu'il y ait une enquête qui soit menée des deux côtés. C'est ça l'impartialité de la justice, que les deux parties soient entendues et soient vraiment entendues. Il y a quand même eu du côté de la France un effort qui a été apporté pour faire ces réponses. Quelle était pour vous la question la plus importante? La question la plus importante, c'est la plus simple. Est-ce que la justice a protégé ces enfants qui se plaignent d'actes de violence sexuelle contre eux? C'est ça la question de fond. Le reste, ce sont des questions subalternes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'abstiendrai pour le moment d'analyser et de présenter la réponse de la France parce que je ne l'ai pas suffisamment étudiée, mais à première vue, à première lecture, les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, qui me semblent être des principes élémentaires de toute justice, n'ont pas été respectés. Ce qui pose des questions connexes, la question de l'indépendance et de l'impartialité des magistrats, et la question de savoir si à quoi la justice sert la justice, je devrais dire les magistrats, à quoi les magistrats servent dans ce cadre-là? Est-ce qu'ils servent à protéger les victimes ou bien à protéger les prédateurs? D'abord, je pense que si le droit français était effectivement appliqué, on n'aurait pas à faire face au fait que des familles qui se sont tournées, ou des mères avec leurs enfants qui se sont tournés vers la justice pour obtenir justice et pour obtenir protection des autorités françaises, n'aient pas à décider de quitter la France pour aller dans un pays, pour se réfugier dans un pays étranger pour pouvoir mettre leurs gamins à l'abri. C'est quand même, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est quand même, c'est aberrant. Dans un pays qui se dit être la patrie des droits de l'homme et qui en plus a décidé, enfin le gouvernement a décidé que l'enfance était la cause de l'année, enfin la cause principale. Ça me paraît absolument terrible. Alors, quand on creuse ce genre de questions, et j'avoue que j'ai creusé pas mal depuis le début de l'année, parce que je connaissais très peu le sujet, quand on creuse cette question, on s'aperçoit que ce n'est pas un problème seulement français, que c'est un problème qui est international, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, et qu'il est matériellement impossible aujourd'hui pour un parent de se réfugier dans un autre pays pour pouvoir protéger son enfant contre ce genre de sévices et contre le traitement qui en est fait par les autorités judiciaires. Je suis atterré quand je vois ça tous les jours, quand je lis, quand je cherche, quand je vérifie des informations, je suis atterré que ça se passe dans mon propre pays. Vous savez, j'ai passé plusieurs années à défendre le droit des réfugiés. Et donc pour moi, la valeur de l'asile politique, c'est quelque chose de fondamental, surtout dans un monde de plus en plus chaotique. Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit mes enfants, que ce soit mes amis, tous, on risque un jour ou l'autre de devenir réfugiés, vu la façon dont les choses évoluent. Donc ce principe, il est fondamental. Sauf que ce principe qui est observé par la Suisse, par exemple, dans le cas de ce genre d'affaires, la Suisse est soumise à des pressions de la part de la France pour extrader la personne qui vient chercher refuge
en Suisse. Vous voyez, parce que la France est considérée comme un pays sûr. En fait, ça faisait 5 ans que Priscilla Majani se cachait en Suisse avec Camille. Et c'est la constitution suisse qui a finalement protégé Camille de ne pas se faire extrader parce qu'elle avait déjà 16 ans. Et il me semble que c'est 1 an. Il faut avoir une scolarité d'1 an en Suisse pour justement ne pas être extradable. Et c'est ce qui s'est passé avec Camille. Si je peux me permettre, ce sont des détails qui sont au fond techniques. La question c'est, vous avez une mère avec sa fille qui vient dans un pays étranger pour demander la protection de ses autorités, parce que cette protection n'est plus assurée par les autorités de son propre pays. Les faits sont quand même plus que probants. Il suffit de regarder les vidéos de l'interview de la petite quand elle avait 5 ans ou 6 ans, ou son témoignage récent. Quand on est une autorité étatique dans un pays, la moindre des choses, c'est d'examiner cette plainte de manière sérieuse, quels qu'en soient les tenants et les aboutissants, et d'offrir la protection à cet enfant. On ne renvoie pas la mère et son enfant dans le pays qu'elles ont fui pour pouvoir se mettre à l'abri. Parce qu'il ne s'agit pas juste de se mettre à l'abri, il s'agit de protéger l'enfant contre des sévices sexuels. C'est quand même pas rien. Je voudrais rajouter un petit point au sujet donc, de ce qui s'est passé pour Priscilla Majani elle-même, qui donc, rappelons-le, avait pris le maquis en 2011. Donc elle a passé 11 ans en clandestinité. C'est absolument magnifique qu'elle ait réussi à tenir aussi longtemps et qu'elle ait abouti avec ça à avoir pu sauver Camille. Les autorités suisses n'auraient jamais dû extrader cette femme. Ils n'auraient jamais dû, déjà pour commencer, arrêter Priscilla Majani, tout simplement parce que le mandat d'arrêt qui avait été délivré contre elle, international, était caduc. Premier point. En plus, l'examen du dossier démontre qu'elle avait agi par état de nécessité. Et il y a un point pour moi qui est absolument central dans toutes les affaires sur lesquelles nous avons travaillé depuis 2006. C'est qu'on parle de vérification, on parle de faits qui n'ont pas été démontrés. Alors, bon, il se trouve que j'ai été gendarme au début de ma vie et que les premières choses que j'ai apprises, c'est qu'en fin de compte, le système judiciaire a tout un panel de mesures judiciaires dès une enquête préliminaire qui s'ouvre dès qu'un plaignant vient déposer dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie pour faire jaillir la manifestation de la vérité. Alors, c'est là où il y a un discours absolument hypocrite, c'est qu'on s'aperçoit qu'aucun des actes fondamentaux d'une simple enquête préliminaire ne sont jamais appliqués. Alors de quoi je parle ? Une maman protectrice qui va d'un coup prendre le retour de situation avec le protocole d'inversion accusatoire, elle va être embarquée par les flics, souvent de façon violente, elle va être mise en garde à vue. La plupart du temps, ça va découler sur une mise en détention provisoire pour une accusation relativement légère comparée à celle, par exemple, de viol sur mineur par ascendant direct. Par contre, dans le cas d'une personne mise en cause par des témoignages extrêmement clairs par un enfant sur des possibilités de viol par ascendant, quelles sont les mesures judiciaires qui sont appliquées ? Dans le cas de l'affaire Camille, donc Priscilla Majani, il y a eu 2 actes judiciaires. Il n'y en a pas eu 36. Il y a eu l'audition en procédure Mélanie de Camille, où elle a réitéré ses accusations gravissimes qu'elle avait faites à sa maman et à sa grand-mère, donc à 5 ans. Et il y a simplement eu une interprétation des experts psychiatres pour dire que c'était répétitif, donc ça ne valait rien. Le deuxième acte judiciaire, eh bien, ça a été l'audition du mis en cause. Et l'audition du mis en cause, est-ce que le mis en cause, c'est-à-dire le prédateur présumé, a été arrêté, interpellé chez lui à son domicile? Est-ce qu'il a été mis en garde à vue? Est-ce qu'il a fait l'objet d'une perquisition? Absolument pas. Le dernier acte de cette pseudo-enquête, ça a été l'audition comme témoin de ce monsieur
qui n'a pas été mis en garde à vue et qui n'a pas subi de perquisition. Or, dans des cas, nous parlons d'une affaire criminelle, hein. Viol sur enfant, c'est une affaire criminelle, et des plus abjects qui soient. Or, le principe judiciaire veut que dans des affaires aussi graves que cela, les deux principales mesures qui sont appliquées par le système judiciaire dans le cadre du déclenchement d'enquêtes préliminaires, pour faire jaillir la manifestation de la vérité, c'est de mettre un petit peu la personne mise en cause sous pression. Donc ça commence par une interpellation, une mise en garde à vue et surtout, une perquisition. C'est l'acte fondamental. Parce que la perquisition faite dans les 48 heures au domicile de la personne qui est accusée de violer son enfant, je peux vous garantir que si les faits sont avérés, on va trouver de la matière. Et ça va régler le problème assez vite. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que c'est un grand cinéma autour des réponses d'ailleurs de la France qui prétend que tout est mis en œuvre pour établir les faits. C'est absolument faux, c'est un mensonge absolument éhonté. Le problème auquel les enfants et les parents qui cherchent à les protéger et les individus qui cherchent à protéger les parents et les enfants comme Jeannette et Stan, et qui se retrouvent eux-mêmes accusés de complicité des crimes dont sont accusés ces mères, hein, c'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui a été soulevé déjà par un rapporteur spécial des Nations Unies au début des années 2000, il y a 20 ans. En 2003, je crois, c'était le rapport, peut-être Stan va nous le rappeler, c'était 2003. Déjà, l'ONU avait alerté la France. Il y avait un rapport préliminaire en 2002 de Juan Miguel Petit, qui était le rapporteur spécial sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants, qui a fait un rapport définitif en 2003. Il faut que je vous explique peut-être un petit peu comment fonctionnent les procédures spéciales. Donc les procédures spéciales, comme je disais tout à l'heure, ce sont des experts sur un sujet donné qui sont recrutés par les Nations Unies de façon à faire un travail de surveillance du respect des engagements des États sur leur en droit international. Par exemple, si un État a ratifié la Convention des droits de l'enfant, il a l'obligation légale en droit international de mettre en œuvre les dispositions de cette convention dans son droit interne. D'accord ? Donc ces rapporteurs spéciaux reçoivent des informations. Ces informations peuvent être soumises par n'importe qui, vous, moi, par n'importe qui. C'est la beauté du système. Ils peuvent être saisis par n'importe qui. Et quel que soit l'état d'avancement de la procédure judiciaire dans leur propre pays. Donc même s'il y a une affaire en cours. Donc ils saisissent ces rapporteurs spéciaux, ils expliquent leur cas, ils fournissent des informations, les rapporteurs spéciaux vont vérifier l'information, parce que bien sûr tout le monde raconte sa petite histoire, et une fois que les faits sont vérifiés de manière raisonnable, parce que ce ne sont pas des tribunaux, hein, mais de manière raisonnable, à ce moment-là, ils décident d'interpeller l'État en question, la France ou n'importe quel pays. Et si, dans le cadre de leurs enquêtes, de leur recueil d'informations, ils s'aperçoivent que le problème est un problème qui n'est pas juste marginal, mais qui est un problème qui touche beaucoup de gens, à ce moment-là, ils se tournent vers ces États pour leur demander le droit d'effectuer une visite. C'est ce qui s'est passé en 2002 avec Juan Miguel Petit, qui a demandé l'autorisation à la France de faire une visite à la France, qui a effectué une visite dans plusieurs villes de France, qui a écouté de tous les côtés, c'est-à-dire qui a rencontré des représentants du gouvernement, qui a rencontré des magistrats, des avocats, des procureurs, des personnels de prison, des ONG, des victimes, leurs parents, etc., de façon à faire un état des lieux de la question. Il a fait cet état des lieux de la question, l'état des lieux a été bien fait, vous pouvez le constater, son rapport est public, et il a fait, à l'issue de cette visite, il a rencontré le gouvernement, il a partagé avec le gouvernement ses préoccupations,
parce qu'on ne fait pas ça dans le dos des États. Et ensuite, il a rédigé un rapport qu'il a présenté devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Et ça, c'était il y a 20 ans. Et Si vous justement, regardez- qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que ça a apporté quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Je ne connais pas la situation à l'époque. Je me tournerai vers Jeannette et Stan parce qu'ils connaissent le sujet mieux que moi. Mais ce que je peux constater, c'est que l'état des lieux qui a été fait il y a 20 ans est un état des lieux qui est solide. La preuve, c'est que 20 ans après, exactement les mêmes problèmes se posent dans les mêmes termes. Et que donc, aucune des recommandations de fond du rapport Petit n'ont été mises en œuvre. Si elles avaient été mises en œuvre, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que là, pour l'instant, ce n'est qu'une réponse écrite sur une cinquantaine de pages. Mais suite à ça, est-ce qu'il peut y avoir un engagement plus fort de la part des Nations Unies? En principe, oui. Quand un rapporteur spécial fait face à une situation qui lui dicte d'intervenir auprès d'un État, c'est pas rien, hein, intervenir auprès d'un État, c'est mettre en accusation, un État, c'est pas un acte léger. Dans ces cas-là, le but de l'intervention n'est pas de blâmer, hein, c'est pas Amnesty International ou Human Rights Watch. Le but de ces interventions, c'est d'établir un dialogue avec cet État et de discuter de façon à ce que des mesures pratiques, pas seulement légales, mais des mesures pratiques soient prises pour mettre un terme aux abus qui sont observés. Donc effectivement, il appartient aux rapporteurs spéciaux de faire un suivi, c'est-à-dire d'analyser les réponses qui leur sont envoyées, de répondre à ces réponses et d'engager un dialogue. Maintenant, il faut savoir que de manière pratique, les rapporteurs spéciaux travaillent avec extrêmement peu de ressources. D'accord ? La rapporteure spéciale et les 3 mandats qui ont préparé l'intervention à la France travaillent sur 193 pays et territoires. Donc au niveau mondial, reçoivent des milliers et des milliers de plaintes, et non que des équipes réduites, mais je ne dirais pas insignifiantes, mais c'est 2 ou 3 personnes maximum pour les aider à préparer leur travail, ce qui rend leur travail impossible. Donc aujourd'hui, on ne sait pas s'il y aura une suite. La réponse de la France, nous, ne nous étonne absolument pas, puisque de notre partie, nous, avec l'expérience que nous avons depuis 2006, nous dénonçons le fait qu'il y a un véritable protocole complètement validé par l'État. C'est même pas l'État français, c'est je dirais, le régime de république prétendue française, puisque 2006, on avait Sarkozy comme président. On avait des affaires entre les mains qui étaient terribles, sur lesquelles nous avions enquêté, comme celle de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, qui avait éclaté fin des années 90 et qui avait déclenché le fameux rapport de Juan Miguel Petit, qui épinglait la France assez sévèrement, en 2 parties, 2002 et 2003. Et donc on s'aperçoit au fil du temps de notre travail et de nos mésaventures, de nos enquêtes, que c'est ce mécanisme que nous qualifions de terreur d'État, et donc bien au-delà d'un mécanisme de terreur simplement judiciaire, et qu'il est, dans les faits, validé, cautionné, voire même encouragé par les différentes représentations politiques qui sont à la tête de l'État depuis au moins 20 ans en arrière. Et là, à l'époque, c'était Jacques Chirac, et comme ministre de la Justice, Elisabeth Guigou. Donc voilà, le petit commentaire en ce qui nous concerne, nous, c'est que voilà, la réponse de la France n'est absolument pas une surprise, dans le sens où, en fin de compte, c'est même très intéressant, ça nous permet de finaliser notre démonstration, puisque la Macronie, le gouvernement Macron, répond avec un mépris infini au travail des 3 mandats de l'ONU,
pour leur dire circuler, il n'y a rien à voir, le droit a été absolument respecté, même à un moment donné, de quoi vous vous mêlez, c'est au juge interne de régler le problème. D'accord, mais En substance, c'est ça. Donc voilà, il y a une validation, il n'y a pas du tout une prise de conscience en disant oui, vous avez raison, vous nous avez soulevé des points de violation de droit interne ou de violation des textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et nous allons faire le nécessaire. C'est tout le contraire. donc quelles sont les possibilités aujourd'hui? Oui, il appartient aux rapporteurs spéciaux de décider, sur la base de leur analyse de la réponse de la France, s'il y a lieu ou non de répondre à cette réponse et d'engager le dialogue. Ça, je ne peux pas me prononcer sur elle. Enfin, en tout cas, la question est ouverte, c'est au rapporteur spécial de décider, mais elles peuvent écrire au gouvernement français, répondre. Elles peuvent également s'exprimer publiquement si elles décident que le dialogue est une impasse, et donc elles peuvent faire part de leurs préoccupations de manière publique, à travers un communiqué public. Elles peuvent discuter avec d'autres rapporteurs spéciaux, parce qu'on en a quand même une cinquantaine aux Nations Unies, qui travaillent sur des thèmes différents, et les inviter à se joindre à une nouvelle intervention. Elles peuvent aussi demander à la France de faire une visite officielle. Tout ça, c'est ouvert. Jeannette, votre avis alors, est-ce que la France va bouger? Quel est le ressenti? Ah, mais ils sont très forts à répondre, de rentrer dans le dialogue. Mais finalement, il faut voir ce qui est derrière. Parce que tous ces beaux principes de la protection de l'enfance qu'ils utilisent eux-mêmes, il faut voir dans la pratique ce que ça donne. Et souvent, on remarque que c'est inversé. Je veux dire, ça profite à la personne mise en cause, mais pas à des personnes qui se plaignent, comme les enfants. Tous ces beaux principes. Et surtout, il faut voir dans la pratique dans la matière, quelle est la réaction. Est-ce que Priscilla Majani, pour parler des exemples concrets, est-ce qu'elle sort de prison? Et Sophie Abida et Hannah Dam-Stockholm, est-ce qu'elles récupèrent leurs enfants? Donc là, je veux dire, sur le papier, on peut toujours écrire plein de choses. Mais quelles sont les actions concrètes? C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'on peut toujours entrer dans la polémique, écrire, répondre, etc. Moi, j'ai du mal à croire qu'on pourrait y avoir une avancée en profondeur. Mais juste pour observer, la question reste ouverte. Qu'est-ce qui va se passer pour les enfants de Sophie Abida et Hannah Dam-Stockholm? Et là, tout le monde entier va pouvoir observer la réaction de la France, au-delà des lettres. Je veux me permettre d'intervenir là-dessus quand même, pour finir l'idée, effectivement, de voir les actes et les faits, plutôt que de se faire justement aspirer dans une stratégie de polémique. Vers la fin de la période des 60 jours d'observation respectée par l'ONU pour attendre la réponse de la France. La réponse, c'est un terme générique. C'est réponse et réaction en même temps. Ce n'est pas simplement du blabla sur un papier. Eh bien, il y a eu 2 réactions concrètes, sans parler de la non-réaction pour l'affaire de Hannah Dam-Stockholm. Concernant le cas de Priscilla Majani, je le soulevais la dernière fois, elle a à nouveau fait une demande de mise en liberté, je crois que c'était la 3e ou la 4e, qui a été présentée début septembre et qui a été rejetée. Donc Priscilla Majani, suite au communiqué interpellatif de l'ONU sur son cas, a eu confirmation des mesures abusives, on va dire, de privation de liberté, qui sont donc validées par le gouvernement. Parce que vous imaginez bien que s'il y a un communiqué interpellatif de l'ONU qui est fait à un État comme la France, le lendemain de ce communiqué, les membres du gouvernement vont prendre contact avec les magistrats pour tirer au clair l'affaire pour laquelle il a été interpellé. Donc il est évident que si le 27 juillet 2023, le communiqué interpellatif était envoyé à la France, le 28 juillet 2023,
les magistrats avaient déjà tous reçu des coups de fil et on leur demandait des comptes où on essayait de clarifier l'affaire. Donc ça veut dire que on peut parfaitement imaginer que la consigne qu'ils ont reçue sur le fait qu'il y avait une observation sur cette affaire a été de maintenir leur position. Au lieu de dire on va lâcher du lest, effectivement on est confronté à une difficulté pour laquelle il faudrait peut-être faire un peu de rond. Ça a été tout le contraire. Donc dans le cas de Priscilla Majani, je répète ce que je disais tout à l'heure, elle a été arrêtée, extradée alors que le mandat d'arrêt était caduc. Et elle a été mise en détention provisoire. Ce petit point, j'aimerais faire une très rapide mise en parenthèse avant de passer au cas de Sophie Abida. La détention provisoire est une mesure d'exception puisqu'elle concerne, en l'occurrence, une personne qui a ses recours ouverts et dont la condamnation n'est pas définitive. Ça veut dire qu'en principe, ce que le droit international stipule, c'est qu'une personne qui fait l'objet d'une condamnation non définitive ne peut pas subir une privation de liberté. Et pourtant, dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'elle est pratiquement depuis 2 ans en détention provisoire. Elle a fait le recours de l'appel, qui n'a pas abouti, et elle a engagé immédiatement le recours en cassation. Donc ça veut dire que Mme Priscilla Majani est à l'heure actuelle présumée innocente et donc sous le coup d'une mesure d'exception de privation de liberté, mesure d'exception qui, d'après le Code de procédure pénale français, doit faire l'objet d'une démonstration de la part des magistrats qui prennent cette décision pour mettre en lumière l'absolue nécessité de prendre une telle décision, avec la condition que cette mesure exceptionnelle soit réduite le plus possible. Parce qu'on ne va pas maintenir une personne présumée innocente 2 ans en prison. Je veux dire, on peut imaginer ça de la part d'une république bananière, mais d'un pays comme la France, ça pose problème. Et c'est un problème de fond, puisqu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, les 2 tiers de la population carcérale sont composés de personnes présumées innocentes. Et on continue en France de construire des maisons d'arrêt. Alors ça, voilà, je referme la parenthèse, c'est quand même un point pour lequel la France a été épinglée plusieurs fois. C'est un point important, c'est-à-dire... Il est fondamental. Il a été épinglé plusieurs fois, l'État français, quels que soient les mandats politiques qui ont passé depuis ces 30 dernières années, pour demander des comptes sur le fait qu'il y ait ce principe de détention de liberté pour des personnes présumées innocentes. Dans des proportions aussi massives. Des durées très longues, 2 ans. Et là, 2 ans, c'est possible. Pour avoir protégé son enfant. Hein. Pour avoir agi selon le principe de précaution qu'évidemment, ils ne reconnaissent pas, et je vais revenir dessus si vous me le permettez tout à l'heure. Donc il y a eu une première réaction concrète pour Priscilla Majani qui a été de valider cette situation de séquestration, détention abusive pour l'ONU, c'est leur sémantique. Moi qui suis basique, dans le code pénal, c'est de la séquestration. Séquestration d'une personne, détention illégale, au-delà d'une durée de 5 jours. Pour tous ceux qui sont impliqués, c'est la réclusion criminelle à perpétuité, avec les aggravations d'être commis par des magistrats, donc des personnes dépositaires de l'autorité publique. Première aggravation. Deuxième aggravation, d'être commis en réunion. Si le droit était appliqué. Voilà. Alors on est dans une situation claire, parfaitement clarifiée par le gouvernement français, excusez-moi, moi je mets des guillemets parce que pour moi ce gouvernement n'est pas français, ça n'engage que moi. Et passons maintenant à la réaction, donc réponse-réaction pour le cas de Sophie Abida que nous connaissons presque aussi bien que l'affaire de Priscilla Majani. Est-ce que les 3 enfants qui ont été séquestrés, enlevés et qui ont été remis aux prédateurs présumés, malgré les éléments de preuve, parce que dans ce dossier il y a des éléments de preuve, formalisés par huissier, des viols incestueux commis sur ces enfants. Est-ce que ces 3 enfants qui ont été illégalement placés en garde chez ce prédateur présumé ont été remis entre-temps à Sophie Abida? Non. Par contre, que s'est-il passé? Le 19 septembre au matin, Sophie Abida a subi l'intervention musclée d'une équipe de gendarmes équipé cascabule, bref, équipement pour neutraliser un forcené. Madame Sophie Abida a vu sa porte défoncée. Elle a d'ailleurs filmé la scène avec son smartphone. Elle a été plaquée au sol. Elle a été entravée, menottée, embarquée et passée donc dans le circuit prétendument judiciaire pendant que Iris,
la petite dernière de 2 ans et demi qu'elle tâchait de protéger a été embarquée aussi et livrée directement aux prédateurs. Voilà, la réaction donc du système judiciaire français et de l'État français, puisqu'il était au courant de cette affaire, pour l'affaire de Sophia Bida. Donc pour nous, les choses sont absolument claires. Il y a eu effectivement une stratégie de polémique avec des réponses d'une mauvaise foi odieuse et des mensonges. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus dans cette réponse de la France. Mais la vraie réponse de la France, ce sont les actes. Et le problème donc est absolument clarifié aujourd'hui. Pour nous, de notre point de vue à nous, Jeannette et moi, nous avons abouti à une démonstration que la France est entre les mains d'un régime terroriste qui applique son plan tranquillement de destruction de l'enfant et de la famille. Alors, je voudrais juste revenir, parce que dans une des réponses, c'était qu'est-ce que la France fait pour améliorer. Ils disent qu'à partir du 1er janvier 2024, il y aura des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Et le gouvernement entend institutionnaliser par la voie réglementaire dans les tribunaux judiciaires et dans les cours d'appel des pôles spécialisés en matière de lutte contre les violences intrafamiliales. Mais c'est des mots, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce que c'est. Donc ça part de bonne intention, mais on ne sait pas ce que ça va faire. En fait. C'est de l'enfumage total. Là, on revient 20 ans en arrière avec exactement les mêmes manœuvres qui ont été déployées lorsque le rapport Juan Miguel Petit est sorti. Nous, ce n'est pas compliqué. Ce qu'on demande, c'est les actes. Et que les actes correspondent à ce qu'il y a dans le code pénal, le code de procédure pénale, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant. Point à la ligne. Donc on n'a pas besoin qu'on vienne étaler des réflexions pour changer des lois, créer des pôles, etc. Tout ça, c'est un enfumage général. On veut que la loi soit respectée, que les enfants soient protégés, que le principe de précaution qui est fondamental en droit pénal soit respecté et qu'on ne vienne pas nous raconter que c'est la présomption d'innocence d'un pédocriminel présumé qui prime sur un doute installé par l'institution judiciaire puisqu'elle ne fait pas d'enquête et qui doit bénéficier aux prédateurs. Je voulais revenir sur l'importance du problème. Il y a 2 ans ou 3 ans, le gouvernement a créé une commission qui s'appelle la Ciivise, qui est une commission officielle dirigée par plusieurs magistrats. Et cette commission est censée faire le point sur la situation de l'inceste et des violences faites aux enfants. D'accord ? Je cite les chiffres de cette commission, après quelques mois de travail. Un enfant sur 10 est victime d'un acte incestueux en France. Ce n'est pas nous qui l'inventons, ce n'est pas le rapporteur spécial qui l'invente, c'est une institution officielle qui a été créée suite au scandale Kouchner et Duhamel, je crois. Oui. Suite à la publication du livre de Camille Kouchner. Donc un enfant sur 10 est victime d'un acte incestueux en France. C'est pas rien. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. 160 000. Bon, on sait aussi que ce sont des chiffres qui sont basés sur des déclarations. Et des déclarations, ça suppose que les parents ont, ou d'autres personnes, ont eu le courage de dénoncer ces choses-là. Donc ce n'est que le sommet de l'iceberg. Ensuite, 73% des plaintes pour violences sexuelles faites aux enfants sont classées sans suite. 73% sont classées sans suite, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui donne lieu à 0,4% de condamnation, c'est-à-dire sur les pourcentages restants qui sont effectivement instruits, il y a 0,4% de condamnation, ce qui révèle une situation d'impunité quasiment totale. Et ça, ce ne sont pas des choses que nous inventons, ce sont des données publiques. Et ces données publiques existent depuis des années, puisque Juan Miguel Petit avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Alors c'est un constat qui est effrayant. Ça veut dire que les familles qui portent plainte pour dénoncer des problèmes d'inceste, elles ne sont pas entendues. Ou ça peut mal tourner, comme dans le cas de l'affaire Priscilla et d'autres.
Oui, effectivement, la réponse, c'est soit le silence, soit la persécution. C'est terrible quand même, non? Pour protéger ces enfants de violences sexuelles. Et cette persécution, elle ne touche pas seulement les enfants et leur mère et leur famille. Elle touche aussi des gens comme Jeannette et Stan, qui ont pris ce problème par les cornes depuis 17 ans, ont enquêté dessus, ont publié de très nombreux entretiens, de très nombreuses vidéos, des preuves, et qui sont eux-mêmes victimes de poursuites et de persécutions. Alors, est-ce qu'on peut craindre aussi qu'il y ait des pressions qui soient faites sur les fonctionnaires de l'ONU? Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Hein. Oui. Alors, des Mais pressions... quand on travaille, tout est possible, bien sûr. C'est de la politique. Hein. Mais quand on travaille dans le domaine des droits de l'homme, on a des principes qui sont fondamentaux, si on s'y tient. Et le premier principe fondamental d'un enquêteur, c'est l'indépendance. C'est les mêmes principes qu'on retrouve à la racine de la justice. C'est l'indépendance. Et donc, aujourd'hui... L'impartialité, l'objectivité, rassembler les faits. C'est la base de n'importe quel chemin vers la justice, que ce soit à travers les droits de l'homme ou un système juridique quelconque. Jeannette, il y a quand même de l'espoir à avoir. Toujours cette histoire de l'espoir. Oui. En tout cas, parce vous les embêtez que bien. vous voulez toujours avoir un message d'espoir, mais il faut le créer. Il faut le créer, cet espoir, sur les actes concrets. Et c'est ce qu'on va faire. Enfin, ça dépend de ce qu'on va faire nous tous. Donc, il ne faut surtout pas compter sur ceux qui souvent prétendent de pouvoir ou vouloir régler la question. Souvent, on remarque qu'à la fin, on est tout seul. De toute façon, pour s'en sortir d'une histoire comme ça, je parle aussi surtout pour les parents protecteurs. Hein. Quand on ne veut pas rester dans les fausses illusions des avocats, des associations, à la fin, on se rend compte, on est tout seul. Et les personnes qui sont sincères, qu'ils soient avocats ou associations ou journalistes, ces gens-là, ils le disent. Comme c'était déjà noté dans le rapport de Juan Miguel Petit, il y a 20 ans, que même les avocats, même les juges, ils conseillent aussi aux parents protecteurs de partir. Il n'y a pas d'espoir à avoir. Et des fois, il faut livrer un message qui est vrai, mais s'il n'y a pas d'espoir, à ce moment-là, l'espoir peut être créé par la personne elle-même. Parce que si on ne dit pas la vérité, les gens, ils ont des faux espoirs, ils espèrent, et finalement, ils se rendent compte que leur enfant est perdu. Ils ont eu de l'espoir avant, oui, ils ont eu beaucoup d'espoir, sauf que ça se reposait sur rien. Mais il faut commencer, il faut que tout le monde tire sur la même corde avec nous, maintenant. Il est temps, hein. Ça fait 20 ans. Mais le réflexe, c'est aussi de faire appel à un avocat. Et justement... Mais justement, c'est ce qu'on... Qu'est-ce qui se passe avec les avocats? Il y a vraiment pas de bons avocats qui arrivent à bien guider, ou ils ont même des freins. C'est pas une histoire de bons ou mauvais avocats. Ces avocats, ils sont obligés de tourner vers les ouvertures qu'ils ont dans le système. Mais dans le système, il n'y a pas d'espoir à avoir. C'est ce qu'on essaye de démontrer depuis tant d'années. Avec notre reportage, Jeannette Seemann-Steinmayer, le retour, avec encore ces usines de l'ONU, il n'y a pas d'espoir à avoir parce que ça se repose sur rien. Le seul espoir, c'est maintenant de commencer à dire la vérité. Que vous pouvez perdre toutes vos finances, vous faire épuiser nerveusement, énergétiquement, financièrement, tout ce que vous voulez. Si vous voulez croire, allez-y. Mais nous avons fait la démonstration que ça ne fonctionne pas. Et il est temps que les enfants soient sauvés. Donc il est temps qu'on leur dise la vérité, qu'il n'y a pas d'espoir. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est la vérité. Donc, le seul espoir, c'est quand une personne comme Priscilla Majani, elle prend son courage en main et à partir de là, l'impossible devient possible. Et elle va peut-être trouver sur la route des personnes qui vont aider. C'est ce qui se produit pour elle. Ça peut se produire pour d'autres, mais il faut au moins aller dans une direction, même si elle est difficile, c'est quasi impossible, je suis d'accord, mais l'espoir, il est là.
Parce que le système, on le connaît. Là, il n'y a pas d'espoir. Alors c'est un bilan très, très, très noir, mais la justice ne peut pas exister. Les violeurs ne peuvent pas être condamnés un jour. On ne peut pas dire que... Mais là-dessus, nous n'avons pas de pouvoir. Nous voudrons bien qu'il y ait une justice. Mais Même on a fait le si on constat parle qu'il n'y qu'il y en a a pas. 0,4%, voilà, ça peut être, il y a peut-être plus de chances de gagner au loto que de se Oui, faire effectivement, il y a juger, plus de chances de gagner au loto. Non, mais je pense qu'il faut être quand même très, très clair là. On est confronté à la problématique, je me répète, d'un plan mondialiste de destruction de l'enfant et de la famille, qui est appliqué en l'occurrence par la République dite française. Tout le système politique qui englue la société française. Et ça fait quand même quelques années qu'on l'a compris, hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez attendre d'une organisation criminelle pour assurer justice ? Les avocats, en fin de compte, sont les garants de cette organisation criminelle qui donne de l'espoir à des milliers, des dizaines de milliers de parents persécutés chaque année et qui, au bout du compte, finissent par se faire rapter leur enfant si ce n'a pas été déjà le cas, se font aspirer dans une spirale sur le jeu truqué de la justice avec des recours et des recours et des recours, pendant que toutes ces années passant, les enfants, eux, et il faut recentrer le débat sur les enfants, sont victimes de ce plan. Là, on se réveille 20 ans plus tard avec, comme le disait notre ami Christophe, exactement le même constat qui avait été fait par Juan Miguel Petit. Et Je reviendrai sur un point à ce sujet, hein. Si vous lisez le rapport de Juan Miguel Petit, il y a un paragraphe qui est très clair dans lequel il a interrogé des avocats et des juges en leur demandant, face à cette situation, qu'est-ce que vous conseillez ? Et certains avocats et juges, probablement les plus courageux, lui ont dit, il faut conseiller, nous conseillons à ces familles, à ces mères, à ces enfants, de partir à l'étranger et de chercher protection à l'étranger. C'était il y a 20 ans. Et ça venait pas de la bouche d'individus X ou lambda. C'est des gens qui sont à l'intérieur du système et qui le pratiquent, ce système. Donc il y a vraiment un problème de fond. Et ce problème de fond, tant qu'il ne sera pas traité, les enfants continueront d'être soumis aux violences sexuelles auxquelles ils sont soumis. 160 000 cas par an. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus sur ce dossier ? Il n'y a pas de regret. Je pense que le fait d'avoir fait ça, on l'avait dit lors de la dernière émission que c'était déjà un petit miracle, hein, le fait qu'une saisine ait pu être envoyée, le fait qu'il y ait une communication écrite. Je pense que par rapport il y a 20 ans, il y a peut-être une prise de conscience publique qui est plus grande. Il y a également la force des réseaux sociaux, les gens communiquent beaucoup. C'est peut-être là, s'il y a une espèce d'espoir, ce serait par la prise de conscience. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bah, si je peux me permettre, excusez-moi, je saute sur le micro, c'est pas très poli. Mais oui, évidemment, la force des réseaux sociaux, etc. Mais si on diffuse la réalité du terrain, le vrai contexte dans lequel ces centaines de milliers d'affaires par an s'inscrivent, d'accord ? Si on ne vient pas nous raconter des salades, qu'il y a des dysfonctionnements, qu'on va améliorer ça dans le système, d'accord ? Et puis, constat donc, pour lequel nous nous battons depuis des années pour essayer en fin de compte justement de le faire diffuser par la collectivité. Une fois qu'une menace, qu'une situation est clairement définie et établie, à partir de là, on peut commencer à rechercher, établir des contre-mesures. Donc, quand on est pris en otage d'un régime de Vichy comme il y a 80 années en arrière, qu'est-ce qu'on fait ? On organise des réseaux de résistance, des réseaux d'exfiltration des personnes persécutées, et malheureusement, on en est absolument à cet état-là en ce qui concerne la France et le traitement fait aux enfants et à leurs parents protecteurs. Nous sommes confrontés à un état d'urgence, et les réseaux sociaux, comme disait Janet tout à l'heure, les gens honnêtes au sein du système, donc qui sont pris au piège de ce système, que ce soit des avocats, des associations, des journalistes, etc., doivent diffuser cette analyse qui correspond à la réalité et diffuser la seule maigre contre-mesure qui existe et que vient d'évoquer Christophe, qui était donc marqué noir sur blanc par
sur le rapport de Juan Miguel Petit, qui est pour les parents protecteurs de prendre leur courage et leur enfant à deux mains et de faire ce que Priscilla Majani a fait, partir à l'étranger. Si toute la force de cette communication, de cette prise de conscience collective, générale, n'est pas utilisée pour cela, ça a l'effet exactement inverse. Alors, je compte partir à l'étranger, mais à quoi ça sert de partir à l'étranger si les lois sont les mêmes partout? C'est peut-être là la question. Et oui. peut-être que je rebondis sur une conférence de presse qui avait été annoncée avec un certain nombre d'actions. Est-ce qu'on peut évoquer cette conférence de presse et parler de ça, ou c'est un petit peu trop prématuré? Non, je voudrais, si je peux me permettre, juste te répondre sur ce qui vient d'être soulevé. Est-ce que c'est pareil dans tous les pays? Heureusement pas. Il y a certains pays du BRICS, certains pays émergents d'Afrique peut-être aussi, qui ont tout à fait une autre vision de la protection de l'enfant et de la famille. Je pense ne pas m'avancer en disant que la Russie et la Fédération de Russie est le premier pays sûr sur la planète pour l'enfant et la famille. Voilà, à plusieurs égards. Donc, non, nous pensons au contraire qu'il y a de l'espoir justement à nous tourner, mais c'est à la collectivité de le faire, vers certains pays pour résoudre le problème de où aller quand on comprend qu'il faut sauver son enfant, qui va devenir un problème qui va concerner toute la population d'un pays comme la France, en réalité, mais que, je dirais, de mon point de vue à moi, qui soit un petit peu radical, il ne faut pas attendre d'avoir ce type d'issue de secours mise en place quand on est parent, quand on est maman. On a à cœur de protéger son enfant à tout prix et de ne pas supporter qu'il soit torturé ne serait-ce qu'un jour. On ne réfléchit pas, on fait ce que Priscilla Majani a fait, et puis on verra bien. Parce que si on ne fait pas ça, l'enfant sera pris en enfer et n'en sortira pas. Alors, peut-être un mot pour Christophe. Au début, quand j'ai été alerté sur ce genre de problème, une des questions que je me suis tout de suite posée, c'est est-ce qu'il existe des asiles? Est-ce qu'il existe des lieux où, en France ou à l'étranger, où ces mères qui veulent protéger leurs enfants et qui sont poursuivies ou persécutées par la justice puissent se mettre en sécurité et puissent mettre surtout leur enfant en sécurité? Je me suis tourné vers la France, je me suis tourné vers différentes ONG qui travaillent sur les droits de l'enfance, je me suis tourné vers les ONG qui travaillent sur les droits de l'enfance en Suisse. La réponse a été non. Il y a des lieux qui existent pour donner asile à des femmes qui sont battues, ça oui, ça existe, mais pour des femmes qui protègent leurs enfants contre la prédation sexuelle, qu'elle soit individuelle ou organisée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas parce que le phénomène est complètement sous-évalué, ou alors il y a une volonté de ne pas aider, ce que disait un petit peu Stan, mais il faudrait connaître l'ampleur. Non, si je peux me permettre, Christophe, juste parce que là, on parle sur notre expérience. Le phénomène n'existe pas tout simplement parce que vous allez protéger une femme battue. Par exemple, chose que je faisais effectivement quand j'étais plus jeune. Je n'imaginais pas que la pédocriminalité existait et puisse être un tel fléau. On avait déjà des soucis si on prétendait aider ou protéger une femme battue qui, la plupart du temps, se fait rejeter avec beaucoup de mépris, à minima, par des commissariats de police, qui était la politique en réalité pénale depuis des décennies en France. Seulement, vous n'allez pas être poursuivi, d'accord? Vous n'allez pas être poursuivi pour, qu'est-ce qu'il pourrait trouver? Complicité de fuite du foyer familial, de calomnie contre le violent, oui, peut-être. Bon, c'est léger. Par contre, vous allez protéger un enfant, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises, essayer de le mettre sous sécurité. Qu'est-ce qui va se passer? On va immédiatement être mis en examen pour complicité de soustraction de mineurs. Arrêt des jeux. Donc maintenant, allez trouver dans un pays où vous avez justement tout le système judiciaire qui est actionné pour jouer cette mauvaise farce. Que peuvent faire des citoyens? Que peuvent faire les citoyens les plus honnêtes et les plus engagés, des associations? Mais strictement rien. Parce qu'ils savent très bien que là, il y a une zone rouge à partir du moment où on essaye d'organiser la mise sous protection de familles qui sont persécutées par un système judiciaire et qui ont recours d'Interpol
qui est quand même le mandat international qui est toujours utilisé en ces cas-là, bien qu'il soit totalement illégal, que voulez-vous faire? Vous êtes absolument assuré de finir en prison, ce qui nous est arrivé à nous, du coup. Bon, donc il n'y a pas non plus de solution de ce côté-là, pas parce que c'est une histoire de mauvaise volonté ou que personne n'y a jamais pensé. Parce que la persécution va s'étendre à toute personne qui ose bouger le petit doigt pour protéger un enfant, sauver un enfant, aider une maman à sauver son enfant. Christophe, un peu pour le mot de la fin, qu'est-ce que cela vous suggère, toute cette aventure? Parce que finalement, rien ne vous prédisposait parce que vous finissez votre carrière, à participer à cette saisine. Vous vous attendiez un peu à essayer de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, quel est votre point de vue et quels seraient vos souhaits? Vous disiez que je n'étais pas prédisposé à m'engager sur ces saisines. À la veille de ma retraite, je dirais le contraire. Toute ma vie, j'ai travaillé sur le droit et sur le respect du droit, pratiquement en mettant les mains dans le cambouis, hein, pas dans les bureaux où on résout les problèmes sur le papier. Et une des choses que je dis toujours, parce que j'ai fait aussi beaucoup de formations auprès des ONG, auprès des États, auprès des militants de base qui cherchent à faire valoir le droit, je leur dis toujours, vous savez, les droits de l'homme, ça ne tombe pas du ciel. Et les droits de l'homme, c'est les droits de la femme, c'est les droits de l'enfant, c'est les droits des êtres humains. Et si on regarde historiquement comment ça s'est passé, ils n'ont jamais été donnés par les États, ils ont été conquis par les peuples. Donc c'est une lutte, et c'est une lutte, il n'y a pas de raison que cette lutte s'arrête. Si cette lutte s'arrête, au contraire, c'est ce qui est contraire au droit qui prend le dessus. Donc c'est un combat permanent. Et pour ce combat, il faut se dire que c'est un combat entre êtres humains, et que c'est un combat qu'il faut, comme vous disiez tout à l'heure, qu'il faut avoir le courage de mener. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été alerté sur ce problème-là et que j'ai ouvert les yeux moi-même sur la réalité de ce problème-là en France, je me suis tourné vers les rapporteurs spéciaux. Alors les rapporteurs spéciaux, c'est une voie parmi d'autres, mais il y en a d'autres, et il faut que toutes les voies possibles soient explorées dans le cadre d'une stratégie dont le but final est la protection des enfants. Donc en fait, le droit à la liberté, c'est un combat continuel. Ça ne s'use que si on ne s'en sert pas. Exactement. Voilà. C'est un droit, Donc, tous les droits sont relatifs. Voilà. Donc finalement, ça peut paraître dur, il y a des injustices, mais il faut quand même continuer la lutte. Il ne faut jamais baisser les bras. Ça sera peut-être un peu le mot de la fin, si on avoir cette forme de consensus. Bien sûr, si on baisse les bras, il ne faut pas songer protéger les enfants de ce genre de violence. Et je pense quand même qu'il y a une base qui existe. On ne va pas réinventer la roue. Des textes existent. Il faut peut-être savoir les faire appliquer et rappeler ce qu'est le droit. Oui, exactement, vous avez raison. Mais le droit, c'est aussi une question de force. Et le droit sans la force, il reste dans les bouquins. Oui, vous savez, pour utiliser une métaphore qui est un peu de circonstance, c'est la lutte de David contre Goliath. Qu'est-ce que nous avons, nous, pour le moment? On n'a que comme on a toujours eu dans le droit d'ailleurs, on n'a que notre voix et notre capacité de persuasion et les faits. Et baser la défense de nos valeurs sur des faits. Donc on a juste notre fronde avec quelques pierres, mais si on renonce à la fronde, à ce moment-là, on s'immole. Quelles sont les prochaines étapes? Et on finira là-dessus. Peut-être Christophe ou Stan, si vous voulez ajouter un mot sur votre périple, parce que c'est pas loin d'être fini. On a compris que le combat continuait. Là, il y a eu quand même des étapes importantes qui ont été franchies. Mais les prochaines, selon vous, quelles sont celles qui vont arriver? De mon côté, la prochaine étape immédiate, c'est faire l'analyse précise de la réponse de la France, la communiquer aux rapporteurs spéciaux et les encourager à
préparer leur propre réponse de façon à engager effectivement un dialogue qui ne soit pas juste un échange d'arguments, mais qui soit un dialogue qui touche les questions de fond. Ensuite, il y a différents autres organismes au sein des Nations Unies qui peuvent être saisis, et à partir de la communication des rapporteurs spéciaux, qui légitime quand même le problème au niveau des Nations Unies, continuer ce travail d'investigation, d'établissement des faits, d'analyse et d'intervention auprès des autorités françaises. Ça, ce n'est qu'une direction, ce n'est qu'une branche de l'arbre qui est à construire. D'accord. Donc, il y aura encore d'autres étapes au niveau de l'ONU, alors. Non, bien sûr. Bien. Never give up, on dit en anglais. Never give up. Et on va peut-être passer à Jeannette. Alors, votre combat continue, vous allez encore bouger? Vous allez courir? Oui, ça continue, bien sûr. Il y a des solutions à creuser, à ouvrir, des issues de secours. Il y a tellement de travail en profondeur à faire. On ne va pas s'arrêter avec tous ceux qui nous diffament et qui montent sur ce qui nous sommes et ce que nous faisons. Voilà. Parce que, rappelons-le, ce qui est important, c'est pas le messager. Finalement, bon, vous êtes lancé dans cette aventure, vous avez fait beaucoup de sacrifices, Exactement. mais c'est pas votre personnage qui intéresse, c'est le combat. Et donc, je pense que ce que vous aimeriez laisser comme trace, c'est l'étendue de toutes vos recherches, de vos dénonciations, et à votre niveau des familles que vous avez pu aider, avec quelques réussites. On reparle encore de l'affaire Camille, qui, me semble, devrait fêter ses 18 ans, ou les a fêtés très récemment. Le 28. 28 octobre. Le 28 octobre, ou presque. Bon, bah, on va lui souhaiter son anniversaire Oui. en avance. Et peut-être un mot pour Camille, si elle vous écoute. Le mot pour Camille, c'est qu'elle a bien compris qu'on est toujours là, de rester très vigilante, de prendre exemple sur le courage de sa maman, de bien savoir que la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, Camille, de sécurité, est due à un grand sacrifice de la part de sa mère. Voilà, ça, je pense qu'elle a compris. Et je dirais que Camille a la chance extraordinaire d'avoir une maman qui incarne le plus bel exemple de courage maternel qu'il puisse y avoir, et je suis certain qu'elle sera de la même trempe. Ouais. Camille, autant que sa maman, est un symbole aujourd'hui. C'est le symbole d'une enfant qui maintenant est quasiment adulte et qui a été sauvée par l'héroïsme et qui a échappé au pire, et qui, je pense, aura pas grand chose à dire, mais elle a énormément de choses à dire à ce sujet-là, et on espère que ça se fera aussi. Voilà. Merci. Juste une chose, c'est pour souhaiter le meilleur anniversaire possible à Camille, et la libération la plus rapide de sa mère, de façon à ce qu'elle puisse se retrouver. Eh bien, merci pour cette émission, et on vous suit donc sur vos canaux, et on vous dit à bientôt. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.